Le paradoxe de la brouette. L'image est gravée dans l'inconscient collectif. Allemagne, 1923. Un homme pousse une brouette remplie de billets de banque pour aller acheter une miche de pain. Une femme brûle des liasses de marque dans son poêle parce que le papier-monnaie coûte moins cher que le bois. C'est l'histoire que l'on apprend à l'école. L'histoire de la destruction. La classe moyenne anéantie. Les économies d'une vie qui ne valent plus un timbre-poste. Les retraités qui meurent de faim parce que leur pension fixe est devenue poussière, c'est une histoire de misère absolue. Mais voici ce que les livres d'histoire ne vous disent pas. Au même moment, dans la même ville, alors que des millions de gens sombraient dans la pauvreté, un petit groupe d'hommes est devenu immensément, scandaleusement riche. Ils ne sont pas devenus milliardaires malgré l'inflation, ils sont devenus milliardaires à cause d'elle. Prenez Hugo Stinnes. En 1924, cet industriel allemand contrôlait 4500 entreprises et près de 20% de toute l'industrie allemande. Il était l'homme le plus riche d'Europe. Comment a-t-il fait? A-t-il découvert de l'or? A-t-il inventé une technologie révolutionnaire? Non, il a simplement compris une mécanique financière invisible pour les autres. Il a utilisé un algorithme de transfert de richesse en 4 étapes, un système qui permet d'aspirer la richesse des épargnants et de la transférer vers les débiteurs. Ce mécanisme n'est pas mort en 1923. Il s'est répété en Argentine, au Zimbabwe, au Venezuela. Et si vous regardez attentivement les bilans d'entreprises comme Apple, Tesla ou les géants de l'immobilier comme Blackstone aujourd'hui, vous verrez qu'ils appliquent exactement la même stratégie, en silence. L'hyperinflation n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un transfert. Voici comment ce transfert fonctionne et pourquoi les ultra-riches d'aujourd'hui ne détiennent plus de cash. Chapitre 1. Le décor du désastre. Pourquoi l'argent meurt. Pour comprendre comment on peut s'enrichir quand tout s'effondre, il faut d'abord comprendre pourquoi la monnaie meurt. Nous sommes en 1919. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles est signé et il impose à l'Allemagne une dette de guerre écrasante. 132 milliards de marks or. C'est une somme que l'Allemagne ne peut physiquement pas payer. Le pays est vidé de ses ressources. Ses usines sont à l'arrêt, sa population est démoralisée. Le gouvernement de la République de Weimar fait face à un choix impossible. Augmenter les impôts sur une population qui meurt de faim, risque de révolution communiste. Faire défaut sur la dette, risque d'invasion française, ce qui arrivera dans la rue. Imprimer de l'argent. Ils choisissent la troisième option, c'est la solution de facilité politique. Ils commencent à imprimer des billets pour payer les salaires des fonctionnaires, pour payer les allocations chômage, pour faire tourner la machine. Au début, cela ressemble à une relance économique. Il y a plus d'argent qui circule. Les affaires reprennent. L'illusion de prospérité s'installe. Mais c'est un piège. La monnaie n'est plus adossée à l'or. Elle n'est adossée qu'à la confiance. Et la confiance est une ressource qui s'épuise vite. C'est dans ce contexte, entre 1919 et 1921, que Hugo Stinnes entre en scène. Alors que le bourgeois allemand moyen continue d'épargner sagement ses marques à la banque, confiant dans l'État, Stinnes voit la réalité mathématique. Le mark est condamné. Il va vers zéro. Au lieu de paniquer, il lance la phase 1 de son plan. Chapitre 2. Le mécanisme. Étape 1 en 2. L'empreinte massif et la conversion. Le plan de Stinnes repose sur une inversion totale de la morale financière traditionnelle. La morale dit « l'épargne est une vertu, la dette est un vice ». En période d'inflation, c'est l'inverse. L'épargne est un suicide, la dette est une opportunité. Étape 1. Emprunter dans la monnaie condamnée. Dès 1919, Stinnes va voir toutes les banques d'Allemagne. Il utilise ses actifs existants, quelques mines de charbon familiales, comme garantie, collatérale, pour emprunter des sommes colossales en Papiermarks, la monnaie papier. Les banquiers, qui pensent encore avec les règles du monde d'avant, sont ravis de lui prêter. Ils voient en lui un entrepreneur dynamique. Ils lui prêtent à des taux d'intérêt fixes, disons 4% ou 5%. Stinnes emprunte des millions, puis des dizaines de millions. Il s'endette jusqu'au cou. Pour un observateur extérieur, il semble imprudent. En réalité, il est en train de vendre à découvert la monnaie allemande. Étape 2. La conversion immédiate en actifs durs. Stinnes ne garde pas cet argent sur un compte en banque. Chaque marque empruntée est dépensée le jour même. Pour acheter quoi? Tout ce qui est tangible, tout ce qui est réel, tout ce qui ne peut pas être imprimé. Des mines de charbon, l'énergie, des aciéries, la matière première, des navires marchands, la logistique, des journaux, l'influence, des hôtels, l'immobilier. Il pratique ce que les Allemands appelleront plus tard la Flucht in die Sackwerte, la fuite vers les valeurs réelles. Il achète des entreprises concurrentes, il achète ses fournisseurs,
Il construit un empire verticalement intégré, du charbon au transport, en passant par la transformation. En 1922, il possède une part gigantesque de l'économie réelle. Mais sur le papier, il est l'homme le plus endetté d'Allemagne. Ses dettes se chiffrent en centaines de millions de marks. Si l'inflation s'arrêtait, il serait en faillite. Mais l'inflation ne s'arrête pas. Elle accélère. Chapitre 3. L'accélération. Étape 3. Quand la monnaie meurt. L'année 1923 s'ouvre sur un drame géopolitique qui va sceller le destin du mark allemand. La France, excédée par les retards de paiement des réparations de guerre, décide d'envoyer son armée occuper la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne. L'objectif est simple. Si Berlin ne paie pas en or, Paris se paiera en charbon et en acier directement à la source. La réponse du gouvernement allemand est politique, mais ses conséquences seront monétaires. Berlin décrète la résistance passive. Les ouvriers de la Ruhr reçoivent l'ordre de cesser le travail, de bloquer les mines et les usines. C'est une grève générale patriotique. Mais ces millions d'ouvriers doivent manger. Le gouvernement s'engage donc à continuer de payer leurs salaires, alors même que la production, et donc les revenus de l'État, est tombée à zéro. Comment payer des millions de salaires sans revenus? La réponse est fatale. La planche à billets. La banque centrale allemande fait tourner les rotatives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On embauche des entreprises privées pour imprimer des billets. On imprime sur un seul côté du papier pour aller plus vite. La masse monétaire n'augmente pas de 10% ou 20%. Elle est se multiplier par 17 milliards. Cette inondation de papier sans valeur provoque une destruction instantanée du pouvoir d'achat. Regardons l'indice le plus viscéral de la vie quotidienne, le prix d'une miche de pain. En janvier 1923, elle coûte 250 marks. C'est déjà cher. Avant-guerre, c'était quelques pfennig, mais gérable. En août 1923, la même miche coûte 200 000 marks. En novembre 1923, au paroxysme de la folie, elle coûte 200 milliards de marks. La société allemande s'effondre. Les repères moraux et sociaux disparaissent. Les professeurs d'université, jadis l'élite respectée, vendent leurs bibliothèques, livre par livre, pour acheter des pommes de terre. Les filles de bonne famille se prostituent pour un repas chaud. Les taux de suicide explosent chez les retraités qui voient leur pension mensuelle ne plus suffire à acheter un timbre-poste. C'est le chaos absolu. La monnaie est morte. Mais au milieu de cet enfer, regardons le bilan comptable de Hugo Stinnes. C'est un îlot de stabilité paradoxale. Il avait emprunté, disons, 100 millions de marks en 1920 pour acheter un complexe sidérurgique géant. À l'époque, c'était une somme astronomique, une dette qui aurait pu l'écraser. En novembre 1923, que valent 100 millions de marks? Absolument rien. C'est moins que le prix d'un seul œuf sur le marché noir. C'est moins qu'un ticket de tramway. La valeur nominale de sa dette est restée fixe, 100 millions, car c'est un contrat légal. Mais la valeur réelle de cette dette, son poids économique, a été atomisée, pulvérisée par l'inflation. L'usine, en revanche, est toujours là. Elle est faite de briques, d'acier et de machines. Elle produit de l'acier réel. Cet acier se vend à l'international en devises étrangères fortes, dollars, livres sterling, ou s'échange contre de l'or. La valeur de l'usine a suivi l'inflation. En marks, elle vaut maintenant des quadrillions. C'est l'étape 3 du mécanisme, l'attente stratégique. Stinnes ne fait rien. Il attend simplement que l'inflation détruise le dénominateur de sa dette. Il regarde ses passifs fondre comme un glaçon en plein désert, tandis que ses actifs restent solides comme le roc. C'est le triomphe du réel sur le nominal. Chapitre 4. Le braquage légal. Étape 4. Le remboursement. Vient alors le moment de la conclusion, le coup de grâce pour les banques et le triomphe pour l'industriel. C'est la fin de 1923. Le gouvernement s'apprête à introduire une nouvelle monnaie, le Rentenmark, pour arrêter l'hémorragie. Il est temps de solder les comptes. Hugo Stinnes, ou plus probablement l'un de ses directeurs financiers, car Stinnes possède alors un empire, se rend à la banque. Il n'a pas besoin d'un camion blindé pour transporter l'argent du remboursement. Il apporte une simple valise, ou peut-être même juste un portefeuille bien garni. Il pose sur le bureau du banquier les liasses de billets nécessaires pour rembourser son prêt de 100 millions de marks. Ces billets, fraîchement imprimés le matin même, sentent encore l'encre. Ils représentent, en termes de pouvoir d'achat réel de l'époque, l'équivalent de quelques centimes de dollars américains. C'est le prix d'un journal ou d'une tasse de café. La scène est surréaliste. Le banquier sait qu'il se fait avoir. Il sait que l'argent qu'on lui rend ne vaut rien. Mais il est piégé par la loi. Le contrat de prêt stipulait le remboursement de 100 millions de marks. Stinnes présente 100 millions de marks. La dette est libellée en monnaie nationale, et la monnaie nationale a cours légal. La banque est obligée d'accepter le paiement. Elle tamponne le document « payé intégralement ». Elle signe la main levée de l'hypothèque sur l'usine sidérurgique. L'acte de propriété est rendu à Stinnes, libre de toute dette.
Le bilan comptable final, Stines a acquis une usine dont la valeur réelle, en or ou en dollars, se chiffre en millions pour le prix réel d'un café. Il a réalisé une plus-value de quasiment 100%. Il a obtenu l'actif gratuitement. Mais en économie, rien ne se crée, rien ne se perd. Si Stines a gagné une usine gratuite, qui l'a payée? Ce n'est pas la banque elle-même, qui n'est qu'un intermédiaire. Ce sont les déposants de la banque. Ce sont les épargnants allemands, la classe moyenne, les retraités, les ouvriers, qui avaient laissé leur argent sur des comptes en banque. La banque a utilisé cet argent pour le prêter à Stines en 1920. Quand Stines rembourse en monnaie de singe, la banque rend cette monnaie de singe aux épargnants. Leur pouvoir d'achat a été transféré, aspiré, volé par l'inflation, et il a atterri dans la poche de celui qui détenait la dette et l'actif réel. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne. Légal, mathématique, impitoyable, multipliez cette opération par des milliers de transactions. Stines a racheté des forêts, des mines de charbon, des journaux, des compagnies d'électricité, des hôtels. À la fin de 1923, alors que l'Allemagne est un champ de ruines monétaires, l'empire Stines est un colosse industriel verticalement intégré, sans dette, qui contrôle l'infrastructure du pays. Il est devenu le Swindle, roi de l'inflation. Inflation König. Chapitre 5. Le schéma universel. Argentine, Zimbabwe, Venezuela. On pourrait croire que cette histoire est une anomalie, un accident unique lié à la guerre de 14-18. C'est faux. Ce schéma est une loi économique universelle. À chaque fois qu'une monnaie fiduciaire meurt, ce transfert de richesse se produit exactement de la même manière. Argentine, 1989-1990, l'inflation atteint 3000%. Dans les rues de Buenos Aires, la classe moyenne voit ses économies anéanties. Les magasins changent les étiquettes de prix 3 fois par jour. Mais qui s'enrichit? Les grands propriétaires terriens, les oligarchies agricoles. Ils avaient emprunté massivement des pesos auprès des banques d'État pour acheter des milliers d'hectares de terres fertiles et du bétail. Ils vendaient leur viande et leur soja sur le marché international, payés en dollars américains. Ils ont utilisé une fraction infime de leurs dollars pour acheter des pesos dévalués et rembourser leurs dettes. Ils ont acquis la pampa argentine pour presque rien. Aujourd'hui encore, ces familles contrôlent l'économie. Zimbabwe, année 2000. L'inflation atteint des niveaux cosmiques, 79 milliards de pourcents par mois. On imprime des billets de 100 trillions de dollars. Qui a gagné? Ceux qui avaient accès au crédit officiel, souvent les proches du régime Mugabe et les cadres du parti. Le mécanisme était simple, ils empruntaient des milliards de dollars zimbabwéens le matin à un taux fixe. Ils changeaient immédiatement cet argent au marché noir contre des dollars US, ou achetaient des actifs réels, fermes, mines, voitures. Le soir même, l'inflation avait divisé la valeur de leurs dettes par 2. En une semaine, leurs dettes ne valaient plus rien. C'était un pillage organisé des ressources du pays via le mécanisme de la dette inflationniste. Venezuela, 2015 présent. L'histoire se répète à Caracas. L'inflation dépasse 130 000%. L'élite connectée au gouvernement, la bolibourgeoisie, a accès à des prêts en bolivars, à des taux artificiellement bas. Ils empruntent, achètent des actifs réels, immobiliers à Caracas, entreprises, ou convertissent en dollars à Miami. Ils laissent l'hyperinflation effacer la dette. Pendant que le peuple fait la queue pour du pain, l'élite fait la fête. Le mécanisme ne change jamais. Dette en monnaie locale, plus actifs réels, transfert de richesse absolue. Chapitre 6. Et aujourd'hui, les milliardaires américains savent. Maintenant, regardons le présent. Regardons les bilans financiers des États-Unis et de l'Europe en 2025. Nous ne sommes pas encore à Weimar. L'inflation n'est pas à 1000%, mais la dette des entreprises américaines a explosé, passant de 6 000 milliards en 2008 à plus de 13 000 milliards aujourd'hui. Pourquoi les entreprises les plus riches du monde s'endettent-elles autant? Sont-elles en difficulté? Non, elles sont intelligentes. Elles appliquent alors la stratégie Stines en mode préventif. Le cas Apple, l'emprunteur le plus riche du monde Apple est l'entreprise la plus riche de la planète. Elle est assise sur une montagne de cash de plus de 160 milliards de dollars. Elle n'a besoin de personne. Pourtant, Apple a émis pour plus de 100 milliards de dollars d'obligations, dettes, ces dernières années. Pourquoi emprunter quand on a du cash? C'est la question clé, parce que les taux étaient historiquement bas. Apple a emprunté à taux fixe 2%, 3% sur 30 ans. Apple parie contre le dollar. Si l'inflation moyenne sur les 10 prochaines années est de 5% ou 7%, ce qui est probable vu la dette publique américaine, Apple remboursera cette dette avec des dollars dévalués. Pendant ce temps, elle garde son propre cash investi dans des actifs qui rapportent plus, ou elle l'utilise pour racheter ses propres actions, ce qui est un actif réel, une part de l'entreprise.
C'est de l'arbitrage inflationniste pur. Le cas du private equity, Blackstone, Brookfield. Regardez ce que font les géants du capital investissement comme Blackstone, le plus grand propriétaire immobilier du monde. Depuis 2020, ils achètent massivement de l'immobilier résidentiel, des entrepôts logistiques, des centres de données, des terres. Comment financent-ils cela? Avec de la dette. Ils lèvent des milliards de dettes pour acheter des actifs durs, briques et mortiers. Si l'inflation persiste, les loyers augmentent. La valeur de remplacement des immeubles augmente, car le coût du ciment et de l'acier augmente. Mais leurs dettes, elles restent fixes. Ils parient sur le fait que le dollar va perdre de la valeur plus vite que le taux d'intérêt de leurs dettes. Ils shortent, vendent à découvert le dollar pour acheter de la pierre. Le cas des milliardaires, Bezos, Musk. On dit souvent dans les médias, Jeff Bezos vaut 200 milliards. Les gens imaginent qu'il a 200 milliards sur un compte en banque. C'est une erreur fondamentale de compréhension. Jeff Bezos n'a presque pas de cash. Il a des actions Amazon. Elon Musk a des actions Tesla et SpaceX. Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles privées aux USA. Ils ne détiennent pas de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le cash est un actif qui perd de la valeur, un passif déguisé. Quand ils ont besoin d'argent pour vivre, acheter un yacht, une maison, ils ne vendent pas leurs actions, ce qui déclencherait des impôts et une perte de contrôle. Ils font ce qu'on appelle le buy, borrow, die. Ils empruntent contre leurs actions. Ils mettent leurs actions en garantie à la banque et obtiennent un prêt en cash. Ils vivent à crédit. Ils sont structurellement débiteurs en monnaie fiat, mais structurellement riches en actifs réels. Si le dollar s'effondre de 50%, leur dette réelle diminue de 50% et le prix de leurs actions double, nominalement. Ils gagnent sur les deux tableaux. Ils sont longs actifs réels, short monnaie fiduciaire. C'est la stratégie Steens 2.0. Conclusion. Le choix est le vôtre. L'histoire de Hugo Steens n'est pas une anecdote poussiéreuse pour les historiens. C'est le manuel d'instruction du capitalisme en fin de cycle de dette. Nous vivons dans un monde où les banques centrales sont obligées de dévaluer la monnaie pour sauver les États surendettés. 315 000 milliards de dettes mondiales. C'est une certitude mathématique. Ils ne peuvent pas rembourser, ils doivent imprimer. L'inflation n'est pas un accident, c'est le plan. Et l'inflation est le mécanisme de ce transfert. Face à cela, il y a deux catégories de personnes, et deux seulement, les victimes, les épargnants. Ceux qui gardent leur richesse en monnaie papier, compte courant, livret d'épargne, obligations. Ils pensent que c'est sûr et prudent. En réalité, ils sont les dindons de la farce. Ils financent, par la perte de leur pouvoir d'achat, le train de vie des débiteurs. Les bénéficiaires, les détenteurs d'actifs, ceux qui ont compris le jeu. Ceux qui utilisent la monnaie papier uniquement comme un moyen d'échange transitoire, pas comme une réserve de valeur. Ils s'endettent intelligemment, à taux fixe sur des actifs productifs, pour acquérir des choses réelles, immobilier, entreprise, or, actions de qualité. Hugo Steens n'était pas un magicien maléfique. Il a simplement eu le courage de regarder la réalité en face. Le système papier était condamné. Il a agi en conséquence. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'acheter 4500 entreprises pour vous protéger. Mais vous devez comprendre et appliquer le principe fondamental « détenez ce qui est réel, empruntez ce qui est faux ». Ne laissez pas l'inflation vous appauvrir. Utilisez-la comme un vent arrière pour bâtir votre patrimoine. L'histoire ne récompense pas les prudents qui gardent du papier sous leur matelas. Elle récompense ceux qui comprennent la différence entre la valeur, ce que ça vaut, et le prix, ce qu'on paie. Le transfert a commencé. De quel côté serez-vous? L'histoire de Hugo Steens prouve que dans chaque chaos économique, il y a ceux qui subissent et ceux qui anticipent. Ce transfert de richesse n'est pas une anomalie du passé. C'est un mécanisme cyclique qui se réactive dès que la dette devient insoutenable. Aujourd'hui, les signaux sont là et la fenêtre d'opportunité pour se positionner du bon côté de l'histoire est encore ouverte, mais elle se referme rapidement. Sur cette chaîne, nous ne nous contentons pas de suivre l'actualité financière superficielle. Nous décryptons les structures profondes de l'économie et les leçons oubliées de l'histoire pour vous donner une longueur d'avance. Notre mission est de vous fournir les outils intellectuels nécessaires pour protéger votre patrimoine et comprendre les mouvements invisibles de l'argent intelligent, avant que la foule ne réagisse. Si vous refusez d'être une victime passive de l'inflation et que vous voulez maîtriser les stratégies des initiés, rejoignez notre communauté d'analyse. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Le savoir est votre seul véritable actif insaisissable. Assurez-vous de le cultiver avec nous.